Bonjour tout le monde, je m'appelle Adriano Farano. Je suis le Senior Advisor de Steady, qui est une plateforme qui aide les éditeurs indépendants à créer une audience monétisable par le biais du membership. Beaucoup de ces éditeurs indépendants utilisent des newsletters, d'où l'intérêt donc aujourd'hui de se plonger donc sur le sujet vraiment de l'économie des newsletters et tout particulièrement sur le membership. Je vais vous dire quelques petits mots en guise de présentation. Donc, comme vous pouvez peut-être le deviner, je suis italien, pas d'origine italienne, mais 100% italien. Je viens de la Côte Amalfitaine. Je suis tombé amoureux du journalisme à l'âge de 9 ans en regardant mon premier journal télévisé dont je me souviens, qui était sur la chute du mur de Berlin, ce qui vous donne peut-être une idée de mon âge. Je rentre à l'école et en fait, qu'est-ce que je fais? Je commence à dessiner un petit journal que je vends. 500 lire, pièce. Grand succès, tout le monde adore, donc c'était un peu une newsletter antelitteram de l'époque. Par la suite, je participe en tant que fondateur et premier directeur à l'aventure de Café Babel, un journal pan-européen multilingue qui vient de souffler sa 20e bougie. Café Babel, je le quitte à un moment donné pour la Californie, parce que j'ai eu la chance donc de décrocher une bourse de recherche à l'université de Stanford qui s'appelle JSK Fellowship. Si vous ne la connaissez pas, tapez tout de suite sur Internet parce que c'est quelque chose d'incroyable. C'est comme vous gagnez au loto en fait. Quand vous êtes journaliste, vous partez dans la Silicon Valley pendant 10 mois et vous avez la possibilité de développer des projets innovants dans le journalisme tout en étant payé et en suivant les cours de Stanford. C'est à la fin de ce projet qui devait durer 10 mois dans la Californie que je commence à aimer le surf et le sun et je décide donc de rester en Californie et de fonder une start-up. Ce n'est pas très original là-bas. Ça s'appelait WatchUp et ça a réinventé le concept justement de journal télévisé avec une application sur le smartphone, sur télé connecté. À la fin de cette aventure, qu'est-ce qui se passe? En même temps, c'était l'année 2016. Je vends en 2016 ma start-up à une start-up beaucoup plus grande. Et cette même année-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Donald Trump qui arrive à la Maison-Blanche sur fond de fake news. Ma start-up à moi était à fond dans le domaine du clickbait. On faisait le plus possible de vidéos pour que les gens les regardent. Et là, je me pose des questions quand même sur le modèle économique. Comment on peut faire pour qu'on puisse favoriser l'émergence de journalisme de qualité? Est-ce que le modèle économique, finalement, n'a pas une part à jouer quand on pense d'un côté à un modèle free qui va donc évidemment chercher de plus en plus de clickbait et de l'autre côté un modèle un peu plus intime, un peu plus personnel, un peu plus fondé sur la confiance. C'est là que je fonde une start-up qui s'appelait à l'époque Pactio. Et cette start-up, en fait, au bout de quelques mois, elle n'arrive pas vraiment à trouver des investisseurs, du coup elle meurt. Mais je rencontre les gens de Steady. Et je commence à comprendre en fait qu'on peut financer les médias autrement, qu'il y a finalement une troisième voie entre d'un côté le modèle publicitaire gratuit et de l'autre le modèle, un modèle d'abonnement fondé un peu plus sur le péage, un peu comme une autoroute où soit vous payez, soit ciao, vous ne rentrez pas. Et donc chez Steady, on aime en fait réfléchir sur ce quadrant. Donc d'un côté, si vous voulez, l'aspect passion. Est-ce que lorsque vous approchez en fait un contenu média, n'importe lequel, quel qu'il soit, vous avez de la passion pour ce contenu, pour cette plateforme, pour ce service, ou alors pas du tout? Et puis, est-ce que vous recevez en échange des privilèges ou pas? Donc, en bas à gauche, nous avons le modèle publicitaire. C'est-à-dire que, en fait, quand vous allez sur CNN, ce n'est pas que vous êtes vraiment passionné sur CNN. Vous avez juste de l'information. Vous n'avez pas de privilèges parce que de toute façon, vous ne payez pas. C'est donc le modèle des ads, c'est le modèle du sponsoring. Ensuite,
côté, donc avec beaucoup de passion, parce qu'en fait, vous croyez dans la mission, mais finalement, vous n'avez pas beaucoup de privilèges, parce que là, pour rentrer un peu plus dans le domaine des médias, vous prenez J'aime l'info, qui est une initiative magnifique qui permet justement de défiscaliser des dons. C'est justement des dons. Donc ces dons-là, ils ne peuvent pas être associés à aucune contrepartie. Autrement, il n'y aurait pas de défiscalisation par définition. Ensuite, en haut à gauche, quand vous avez donc des privilèges, c'est-à-dire que vous avez accès, donc c'est un peu le système de l'autoroute, du péage, vous avez accès à des contenus, mais que finalement, vous n'avez pas vraiment d'identification avec la mission de ce service, et ben vous avez le modèle donc, des subscriptions en anglais, donc des abonnements. Et puis, il y a quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus aujourd'hui, et on va revenir là-dessus pour comprendre les pourquoi et les comment. C'est ce qu'on appelle le membership. Donc vous avez en Allemagne, par exemple, le CrowdReporter qui s'était créé donc vraiment avec un élan de crowdfunding qui était arrivé à récolter 1 million d'euros alors que c'était tout jeunes reporters. Ces gens-là, c'est en fait les fondateurs ensuite de la plateforme Steady dont on va parler un peu plus. Cette plateforme Steady aujourd'hui, elle permet de monétiser à peu près 1 millier de newsletters ou de podcasts tels que par exemple Pomelo, nous avons ici Ezekiel d'ailleurs, qui est un critique gastronomique qui est arrivé à monétiser son audience et qui utilise Steady. Mais vous avez aussi des correspondants par exemple aux Pays-Bas, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a un modèle vraiment de membership dans lequel finalement qu'est-ce qui se passe? Comme pour l'abonnement, les gens vont payer donc un petit obol par mois, mais en fait, la contrepartie, ce n'est pas forcément une contrepartie qui va être réduite uniquement aux mers péages et donc à des contenus qui seraient donc tous behind paywall, mais il y a quelque chose en plus. On fait se sentir les gens partie d'un projet commun. On a une ligne éditoriale assumée, forte, qu'on va vraiment crier sous les toits avec on va dire une vision du monde, soit-elle sur des domaines généraux hein, de l'ordre de la politique, ou alors sur des domaines pour lesquels les gens vont développer une passion, par exemple la food, ça peut être la musique, ça peut être plein d'autres choses. Alors, pourquoi aujourd'hui on observe une tendance que je dirais c'est un peu l'économie du partage. Les nouvelles générations aujourd'hui, elles ne vont pas forcément dépenser de l'argent uniquement pour avoir en retour quelque chose, et vont le dépenser aussi parce qu'ils vont croire dans une cause, et vont le dépenser parce qu'ils pensent pouvoir s'inscrire dans une tendance vertueuse, soit-elle environnementale ou plus éthique. Et il y a véritablement, je pense, une détronisation d'une certaine façon, ça c'est vraiment de la sociologie à 2 balles, de l'économie du partage. Et donc cette économie du partage, finalement, on va l'avoir donc également dans un schéma qui est de plus en plus basé donc sur une véritable capacité à épouser une cause, à épouser une vision du monde qui va correspondre donc avec bien évidemment une communauté, mais aussi avec celles qui sont vos passions individuelles à vous, et c'est ce qui déclenche donc du coup une proposition de valeur et ce qui peut déclencher surtout l'acte d'achat. Alors, juste en rentrant d'ici, je venais donc de l'école de journalisme Sciences Po, où j'enseigne avec Célia Mériguet justement de Radio France, de France Info, un cours qui s'appelle « Créer un projet de A à Z ». Ce cours, il a clairement pour les étudiants en journalisme une véritable dimension iconoclaste. Pourquoi? Parce qu'en tant que journaliste, on est habitué à rentrer dans un système, on va dire, de presque des fois d'usine, c'est-à-dire qu'on doit produire tant de contenu, sans trop se poser de questions ni de quelle est la relation qu'on va établir vraiment avec nos lecteurs, avec nos auditeurs, ni en se posant la question de comment ce modèle économique peut-il être alimenté. Et lorsqu'on va se pencher sur la question donc de l'économie de l'abonnement, en fait, vous avez 2 concepts qui sont hyper importants. D'un côté, c'est la lifetime value, et de l'autre, c'est ce qu'on appelle en anglais le churn. Alors, parlons d'abord de la lifetime value. Alors, la lifetime value, c'est quoi? C'est en fait le montant financier
que vous pouvez attendre d'un utilisateur dès lors que cet utilisateur il va commencer à payer. Ce n'est pas parce que je paye 10 € par mois pour un abonnement à un quotidien que je vais les payer toute la vie. Hein? On est d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que, alors que dans le domaine des donations, le lifetime value est autour des 40 €, dans le domaine des abonnements, évidemment, ça change d'un journal à l'autre, mais selon les données à notre disposition, c'est autour de 50 €. Dans le domaine des memberships, on a en fait un lifetime value qui est très élevé. Le concept de churn, c'est le pourcentage de vos abonnés qui, d'un mois à l'autre, en fait, vont se désabonner. Donc, si vous en avez, par exemple, 50% qui d'un mois à l'autre vont se désabonner, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir grandir, vous devez acquérir 50% en plus 1. Donc, cela représente un énorme défi pour les modèles d'abonnement. Et là aussi, en fait, on observe que, alors que dans les modèles d'abonnement, donc en général, hein, pas juste de la PQN, on observe environ 10%, c'est-à-dire que tous les mois, ce n'est pas forcément les gens qui s'étaient abonnés le mois d'avant, hein, ça peut être des gens qui s'étaient abonnés il y a 1 an ou il y a 2 ans, etc. En fait, ils vont se désabonner, donc vous allez voir en fait 10% de cet iceberg qui va fondre un petit peu au soleil. Et pour les donations, évidemment, par exemple, le Wikipédia, qui peut faire une campagne tous les ans, quel est le pourcentage des gens qui vont remettre la main au portefeuille l'année d'après? Environ 1 sur 2, donc 50% de churn. Et ben pour les memberships, en fait, vous avez plutôt 2,5 par mois. Donc c'est quelque chose de très intéressant, notamment lorsque, en tant qu'éditeur de newsletter surtout indépendant, on se pose la question, évidemment, de la viabilité économique de votre modèle. Donc, du coup, là, vous avez un peu plus de chiffres sur ces 3 modèles qu'on va comparer. Alors, il n'y a pas le modèle free de ads parce qu'évidemment, il n'y a pas de versement financier de la part des différents utilisateurs. Et ce qui est très important, en fait, lorsque vous développez un modèle d'abonnement, c'est que vous allez être forcé, en tant que journaliste, en tant que rédaction, en tant qu'éditeur de newsletter, à prendre très au sérieux la relation que vous allez établir avec vos utilisateurs finaux. Pourquoi? Parce que finalement c'est eux le patron. Ce n'est pas l'annonceur. C'est les utilisateurs qui vont finalement décider, vont faire le bon et le mauvais temps. Et donc, ça va être très important d'essayer d'enclencher une sorte de cercle vertueux qui puisse petit à petit transformer chacun de vos utilisateurs dans un véritable ambassadeur. Et c'est pour ça que lorsque vous avez une newsletter et que vous arrivez à lui donner un ton et lui donner un sens de sense of purpose, comme on dit en anglais, donc vraiment un sens de mission, une vraie patte, quelque chose d'extrêmement propre à votre newsletter, et ben vous allez avoir de plus en plus de chances que vos utilisateurs puissent devenir des véritables ambassadeurs et donc vous permettre de développer votre assise économique. Alors, chez Steady, en fait, on a développé une règle qui est assez intéressante. On l'appelle la règle des 3-5. Parce qu'on peut se poser la question, finalement, est-ce que mon audience va payer pour ce que je leur propose? Eh bien, la base de tout, c'est de développer, en fait, une audience engagée. Donc, des gens qui, finalement, vont vous suivre, qui vont ouvrir votre newsletter, qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux, qui vont peut-être vous contacter de temps en temps. Et c'est à vous aussi de faire en sorte de nourrir, finalement, cette relation. Donc, si vous arrivez en fait à faire en sorte que vous puissiez dire au moins 5 fois à votre audience de vous abonner, de devenir donc abonné payant, vous leur dites 5 fois de façon espacée, et que vous avez un abonnement en moyenne que vous proposez à 5 €, d'accord, vous allez avoir 5% de votre audience qui va finalement se convertir, qui donc va passer de l'offre gratuite à l'offre payante.
Donc là, on a développé un petit modèle, on a même un spreadsheet que, si vous voulez, je peux vous envoyer par email, pour essayer de, finalement, de pouvoir créer un petit modèle économique, même pour une newsletter indépendante qui serait tenue donc juste par une personne. Donc, mettons que, côté gauche, pour que vous puissiez appeler ce projet éditorial un succès, vous fixiez comme objectif de récolter au moins 5 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en le divisant par 5, vous allez avoir donc besoin, parce que ça coûte 5 euros le membership, 2000 personnes qui vont payer donc 5 euros tous les mois. Et ben, comme on a dit que c'est 5% de cette audience que vous allez pouvoir transformer, vous avez finalement besoin de 20 000 personnes donc qui vont être engagés envers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si par exemple vous arrivez à 20 000 personnes qui sont abonnées à votre newsletter, vous pouvez espérer, évidemment si cette audience elle est engagée, si le produit éditorial est pertinent, etc., de pouvoir convertir 5%. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, que ce soit en tant qu'enseignant Sciences Po, en tant que consultant, en tant que steady, je côtoie tout le temps des personnes qui en fait sont assises sur un paquet d'euros, d'argent, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils ont développé une communauté personnelle, un personal branding, et ils ont développé une véritable confiance chez leurs utilisateurs, mais en fait, ils sont reluctants à passer à l'acte. Là-dedans, moi, ce que j'ai observé, c'est que dans le journalisme, finalement, vous avez énormément de types de gens très littéraires qui, en fait, conçoivent leur travail comme presque ce qui serait plutôt digne de mécénat plutôt que de, finalement, presque de se prostituer pour demander de l'argent au public. Mais ça, aujourd'hui, on a, je pense, tous vraiment passé l'âge. On est dans une économie dans laquelle tout le monde a 2, 3, 4 subscriptions, que ce soit pour regarder, comme moi, pardon, le foot, ou Netflix, ou écouter Spotify. Si vous arrivez, vous, avec un projet éditorial pertinent, eh ben pourquoi les gens ne devraient pas suivre? Là, je vous donne en fait un modèle avec des données qui sont basées sur plus d'1 millier de personnes qui, en fait, aujourd'hui, gagnent leur vie sur notre plateforme, mais au-delà de Steady, il y en a plein de plateformes. Le tout basé des fois sur une personne, 2 personnes, une newsletter hebdomadaire, pas plus, mais quelque chose alors de très pertinent, avec un vrai ton, avec une vraie patte, peut-être qui ne va pas parler de tout, mais vraiment être très spécifique. Les gens aujourd'hui peuvent être amenés à payer. Et là, on a un peu la mathématique sur ça. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, parce qu'on a encore quelques petites minutes, c'est que donc on a lancé Steady en France. Il y a plusieurs médias donc en France et en Europe, beaucoup en Allemagne parce que Steady est basé à Berlin, qui l'utilisent. Parmi ceux-là, il y a Louis Média. Pour apprécier un peu de façon plus concrète ce que cela veut dire, donc vous avez souvent 1 ou 2 ou 3 ou plus modèle de membership. Donc des fois c'est un peu plus bon marché, des fois c'est un peu plus cher. On propose souvent, mais pas toujours, des contenus bonus. Une partie des contenus qui seraient envoyés, par exemple une newsletter, qui serait envoyée avant aux abonnés payants, avant de l'envoyer aux autres. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le schéma noir ou blanc. Mais c'est vraiment, on peut moduler l'accès au contenu. Des fois, on a évidemment des événements. Maintenant, petit à petit, on est en train de sortir de la pandémie. Des événements, on a des fois des activités, par exemple, de Zoom, où il y a une sorte de conférence de rédaction ouverte. Des fois, on envoie des goodies, on envoie des livres. C'est-à-dire que vous avez finalement plusieurs façons de remercier votre audience pour son soutien. Et l'accès au contenu n'est pas du tout la seule qui doit être prise en compte. Une newsletter que moi j'adore parce qu'à côté j'ai aussi une activité de boulangerie naturelle avec Pan et Vivo, le pain qui fait du bien, c'est évidemment Pomelo, qui est donc une newsletter vraiment pour les professionnels du monde de la food. Et ben, Pomelo, ce qui est très intéressant par exemple, c'est que vous avez donc là 3 plans de soutien à Pomelo. Donc d'un côté, vous avez
vraiment juste une très forte, attestation de confiance vis-à-vis du travail que fait Ézéchiel et toute sa bande. Ensuite, vous avez avec 8 € donc, une membership gratuite que vous pouvez donner par exemple à une autre personne de votre famille, à un ami. Vous avez aussi l'accès au club de Pomelo, donc avec des livres à gagner, des spécialités culinaires exclusives, etc., etc. C'est-à-dire que vous pouvez en fait moduler le programme de membership un peu à votre guise en jouant vraiment sur celles qui sont vos particularités. Voilà, donc là, je vous laisse mon adresse email. Évidemment, vous pouvez rester en contact. Et je reviens juste vraiment sur l'idée de base qui est pour moi, aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel les gens sont de plus en plus disposés à payer, que les contenus de qualité qui savent développer une voix originale, et ben, ils ont toutes les chances dans cet écosystème de plus en plus compétitif quand même, de pouvoir quand même jouer leur rôle. Et il y a plusieurs plateformes, donc, dont Steady aujourd'hui, qui peuvent vous faciliter vraiment la tâche d'un point de vue technique, d'envoi des newsletters, de gestion des abonnements, etc., etc. Et qu'il ne faut surtout pas hésiter, il faut se lancer et il faut se donner la chance de monétiser ses propres contenus.